Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Robe Numérique qui nous emmène en région lyonnaise pour parler logiciel libre avec la société OpenDSI. Cette entreprise est née en 2012. Elle accompagne des associations, des collectivités locales et des TPE et des PME avec des solutions clés en main ou sur mesure. Son métier, des solutions ERP et CRM et la collaboration en ligne. Le CRM, pour rappel, c'est l'acronyme de Customer Relationship Management, c'est-à-dire logiciel de gestion de la relation client. Il permet d'optimiser la relation d'une société avec ses clients ou ses prospects. Le RP, quant à lui, est l'acronyme de Enterprise Resource Planning. Il permet à l'organisation de gérer l'ensemble de ses processus en intégrant l'ensemble de ses fonctions. La fonction RH, compta, commercial, production, etc. Le RP permet donc de fournir et de marier des modules, eux-mêmes reliés à une base de données unique, afin de gérer, par exemple, les achats, les stocks, la vente et la production. L'un comme l'autre, le RP et le CRM, exigent des outils pour optimiser leur processus et la gestion du temps, avec un besoin de centralisation de la donnée. Rien de neuf en ce bas monde, seulement pour guider les acteurs en matière informatique, OpenDSI a fait le choix stratégique du logiciel libre. Un choix qui, 10 ans après sa naissance, lui permet de fournir des solutions basées notamment sur le logiciel open source Dolibar. Nous verrons au fil des échanges quelques-uns de ses avantages et je voudrais préciser ici que Dolibar est sous licence publique générale. Vous le trouvez sous les acronymes GNU, GPL. La création de Dolibar remonte à septembre 2003. Elle n'est donc pas nouvelle. Elle a remporté plusieurs prix durant son existence, comme en 2003 lors de sa création, ou bien en 2020 plus récemment. OpenDSI propose ainsi toute une gamme de solutions de gestion libre, mais également d'accompagnement dans le cloud computing avec son outil Nextcloud. L'entreprise entend donc témoigner qu'on peut associer libre et efficacité des logiciels d'entreprise tout en s'appuyant sur un code source accessible en 3 clics. Elle montre que l'univers du logiciel libre est suffisamment mature pour répondre à ces exigences. Cependant, une multitude de questions se posent. En tout cas, j'ai envie de leur poser ces questions-là. Pourquoi le choix du libre? Quels sont ses avantages et évidemment ses inconvénients? Comment bâtir le modèle économique sur une solution gratuite et libre? Et comment gérer ses relations avec d'autres éditeurs ou les membres de la communauté du libre? Comment inviter les clients à migrer? Voilà les questions, les thèmes que nous allons aborder avec Philippe Scofoni qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la Robe Numérique. Donc, merci beaucoup Philippe d'être au micro de la Robe Numérique. Donc, après cette brève présentation du sujet, j'ai envie de vous demander ce que représente l'open source pour vous. Bonjour Oriana, merci de m'accueillir sur ce podcast. Que représente l'open source pour moi? Alors moi c'est un vieux dada. Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse effectivement à ce sujet-là. Au départ pour un besoin très pragmatique. J'étais responsable informatique dans une société. On m'a demandé de mettre en place un intranet pour les salariés de l'entreprise. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai fouillé, j'ai trouvé un logiciel et puis là j'ai fait c'est quoi? Alors, logiciel libre, c'est quoi? Alors, on pourrait discuter de cette notion de logiciel libre open source, c'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Voilà, et c'est là que j'ai découvert en fait, donc il y a une grosse vingtaine d'années, effectivement le logiciel libre et puis effectivement l'open source qui va avec. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis pour moi, au fur et à mesure de l'utilisation et du temps passé à creuser et à comprendre les concepts qui vont derrière, j'ai dit que effectivement c'était quand même ce qu'il y avait de mieux aujourd'hui pour effectivement essayer d'avoir une meilleure maîtrise de son informatique. Enfin, il y a pas mal d'avantages qu'on pourrait lister, mais voilà, ça me semble aujourd'hui être plus que pertinent. Et puis bon, quand on regarde Internet aujourd'hui c'est construit avec du logiciel libre, de l'open source. Internet n'existerait pas sans le logiciel libre, l'open source, très clairement. Voilà, donc c'est un modèle qui, juste à cause de ça, a démontré son efficacité. Je dirais dans l'évolution de du numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, il y a des travers après, mais bon. Alors justement, sur cette création du coup d'OpenDSI, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe et pourquoi vous l'avez appelé OpenDSI? Parce que Ouais. dans ce que j'ai présenté, il n'y a rien du métier du DSI, en tout cas pas du non. métier du DSI qu'on connaît aujourd'hui. Et non.
Et non, non, non. Bon, teasing, on va changer de nom. Euh, slash, je passe à la suite. OpenDSI, en fait, à l'origine, quand je l'ai créé, c'était pour faire du conseil. Je faisais du consulting et je faisais de l'accompagnement. Mon objectif, c'était d'accompagner les entreprises dans le choix de solutions open source. Donc Open et DSI parce qu'effectivement, je m'adressais plutôt, je dirais, aux responsables informatiques ou en tout cas, je me positionnais aussi comme un service potentiellement un DSI externalisé. Voilà, donc ça c'est l'origine de la société il y a 10 ans maintenant, qui a suivi son petit bout de chemin. Donc j'ai fait beaucoup de conseils d'accompagnement effectivement pendant 3-4 ans et puis bon les clients à force de me harceler de me dire bon c'est bien de nous conseiller des solutions mais vous pourriez pas les mettre en place. Oui bon ok je vais le faire voilà. Donc ça a effectivement entraîné un peu cette dérive saine dérive vers plutôt ce métier que j'avais fait par le passé, je dirais d'intégrateur, enfin de prestataire de service qui met en place des logiciels et la partie conseil en fait a disparu avec le temps. Mais le nom est resté, voilà. Donc, mais c'est clair qu'il a plus grand chose à voir aujourd'hui avec ce qu'on fait. D'où le OK. projet d'en changer. Très Très bien. bien, très bien. Alors, justement, sur ce que vous faites, la question aujourd'hui, donc je disais dans l'introduction que vous utilisiez, notamment, Dolibar comme logiciel libre. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vos clients concrètement? Puisque une fois qu'on a téléchargé en local Dolibar, vous faites quoi pour vos clients? Alors, effectivement, Dolibar, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur Internet. Hein, il est petit programme, ça s'installe sur son poste de travail et on peut l'utiliser. Voilà. Donc, il y a une grande partie des utilisateurs de Dolibar qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas trop évaluer le nombre, mais dont on pense qu'ils sont quand même très nombreux, qui utilisent comme ça le logiciel tout seul. Il y a des bouquins, il y a de la doc, hein, on peut être autodidacte sur l'outil, voilà. Sauf que il arrive un moment quand la taille de la structure grossit un peu, on commence à avoir 1, 2 collaborateurs, 3, 4, on commence à avoir des besoins un peu plus pointus que de simplement éditer une facture, où effectivement, bon, les documentations, ce qu'on peut trouver en ligne va être un peu, je dirais, insuffisant, et puis surtout, voilà, il y a un moment donné, on a autre chose à faire que je dirais, un patron d'entreprise, hein, parce que si je prends le cadre de Libar, c'est un outil qui s'adresse aux, je dirais, TPE et petites PME, hein, grosso modo. Mais voilà, le patron, il commence à avoir un petit peu autre chose. Donc nous, on va être là pour effectivement accompagner nos clients dans la mise en place de l'outil. Alors quand il y a rien, on va effectivement les aider à paramétrer, configurer l'outil, s'assurer que voilà, ils vont pouvoir effectivement réaliser l'ensemble de leurs tâches, de leur activité avec l'outil, identifier éventuellement les manques. Alors manques qui peuvent être comblés soit par des modules complémentaires qui existent autour de Dolibar, qui viennent rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas en standard dans l'outil parce que pas suffisamment je dirais pas suffisamment demandé entre guillemets. Donc on va pouvoir effectivement les orienter sur des modules complémentaires pour compléter effectivement des besoins. Bon, notre expérience fait que voilà, les modules complémentaires, il y en a 5 ou 600 aujourd'hui de Dolibar. Il y a à boire et à manger hein, dans l'eau. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui sont à jour, pas à jour, bien maintenus, mal maintenus. Enfin, il y a plein de voilà. Donc nous aujourd'hui, en grosso modo, on connaît les modules qui marchent bien, etc. On a mis en place des partenariats avec les éditeurs qui travaillent bien entre guillemets, pas tous, mais une grande partie. Et voilà, et on assure en fait la délivrance aux clients d'une solution de qualité qui répond à ses besoins, qui est stable, qui est débuggée. Voilà, et on va les accompagner au-delà de la mise en place, bien entendu, dans le temps avec des abonnements qui comprennent à la fois de ce que j'appelle de l'assurance software, c'est-à-dire de l'assurance logicielle, l'assurance anti-bug. Il y a un bug, vous nous le signalez, on le corrige. Parce que ça, dans le monde du logiciel libre, si vous téléchargez un logiciel libre, vous l'installez, vous l'utilisez. Si vous avez un bug avec, soit vous avez les compétences effectivement pour le corriger vous-même. Si vous les avez pas, effectivement, il va falloir trouver un tiers qui va s'en occuper. Et ça va être notre rôle, entre autres, hein, et ça on le fait au travers des abonnements qu'on propose à nos clients. Voilà, donc c'est voilà, accompagnement, formation, on est organisme de formation certifié Calliope, hébergement de l'application. Dolibar, c'est un logiciel, on a besoin d'un serveur web.
Donc en général, on va l'héberger, on héberge 80% de nos clients aujourd'hui, donc on assure je dirais la garantie de service de A à Z. Voilà. Très bien. Alors justement, c'est un des freins souvent de l'utilisation des logiciels libres, c'est de dire bah, s'il m'arrive un pépin, je sais pas faire, je suis une petite structure, je n'ai pas en interne de personnel dédié à l'informatique dans ma structure. Voilà, ce sont des freins. Aujourd'hui, vous avez envie de répondre quoi à ce type de remarques? Bah, Hormis que c'est vous des êtes là. bah, hormis que je suis là et puis que je suis pas le seul à être là aujourd'hui, hein, il faut bien voir aujourd'hui. Utiliser un logiciel libre, enfin, si on a un peu de compétences informatiques, oui, ça peut se faire. Après, je veux dire, si on n'en a pas, c'est clair qu'à un moment donné, bah forcément, on va être bloqué. Et là, il faut se tourner vers des prestataires compétents sur ces outils. Il y en a énormément aujourd'hui en France. Hein. À ce titre-là, moi, je peux parler. Bon, je suis aussi président d'une association d'entreprises en Rhône-Alpes-Auvergne qui regroupe, donc qui s'appelle le PLOS Rhône-Alpes-Auvergne, et qui regroupe environ une petite quarantaine d'entreprises qui sont spécialisées dans le logiciel libre. Donc, si vous avez besoin d'un prestataire pour vous faire accompagner, bah, vous pouvez aller sur des structures comme les nôtres où vous allez retrouver tous nos membres et puis voir lequel propose ou travaille sur la solution, a les compétences en tout cas sur l'outil que vous utilisez pour effectivement avoir un interlocuteur qui sera là pour vous aider, vous dépanner. Hein. Il y a la même chose, enfin, des structures comme ça, vous en avez un peu partout en France, il y en a une grosse douzaine, hein, souvent sous format associatif, et qui sont toutes fédérées par le Conseil national du logiciel libre, donc avec une instance au niveau national, donc c'est nll.fr. Là-dessus aussi, il y a un annuaire avec 300-400 entreprises qui sont, on va dire, des pure players du logiciel libre de l'open source. Aujourd'hui, enfin, des entreprises du numérique, des sociétés de services qui font du numérique, tout utilise de l'open source. Après, c'est vrai que la particularité là sur ce site, c'est que vous trouverez vraiment les gens qui ne font entre guillemets que ça. Donc c'est vraiment l'ADN, le cœur de métier. Voilà. Donc il y a le mieux, c'est effectivement c'est de se faire accompagner. Hein. Un logiciel libre sans accompagnement, c'est prendre une part de risque, surtout si c'est pour le mettre au centre de son système d'information. Clairement, Ok. ça reste un logiciel. Hein. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est une petite structure et qu'on a pour projet, par exemple, d'acquérir un logiciel métier ou un CRM, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être une solution et ça permettrait, au travers d'une des entreprises que vous citiez ou évidemment la vôtre, d'être accompagné sur l'expression du besoin, sur l'identification des process. Enfin, voilà, je parlais de processus dans l'introduction. Est-ce que c'est ça que vous faites? Parce que typiquement là, par exemple au cabinet, moi j'ai pas le temps de faire ce travail-là. Est-ce que c'est un accompagnement comme ça que vous faites pour soulager Oui. la petite entreprise? L'idée effectivement, c'est d'accompagner, d'être au plus proche de nos clients. Hein. Donc effectivement, il y a un peu tous les scénarios qui sont possibles. On a effectivement des clients qui viennent nous voir, qui ont déjà fait un peu ce travail, qui sont parfois fait accompagner. Il y a des gens dont c'est le métier de vous aider à formaliser un besoin, de mettre au clair dans un document et de contacter du coup des prestataires. Donc là, nous on arrive, il y a déjà une partie du travail qui a été prémâché. Après, si effectivement ce travail-là il n'a pas été fait en amont, nous on va effectivement vous écouter, on va peut-être faire une demi-journée, une journée d'audit des besoins pour effectivement quand même cerner dans les grandes lignes votre activité, ce que vous faites, ce que vous attendez de l'outil. Pourquoi ça? Pour déjà avoir une sorte de go-no-go en sortie, de se dire ok, là on a passé une demi-journée, une journée avec vous, voilà ce que vous voulez faire, non, enfin voilà, l'idée aussi pas de prendre des clients, prendre des clients, donc ça nous permet de rassurer un peu tout le monde, ça permet aussi de découvrir un peu l'outil avec le futur client, d'avoir un premier cadrage, et à partir de ce cadrage-là, de construire un plan d'action court, moyen, long terme, hein, de on aura défini quelles sont les priorités, et en fonction de ça, effectivement, on va construire une offre où on va accompagner nos clients. Alors nous, on est les adeptes du petit pas, par itérations successives, où on va déployer petit à petit l'outil, faire en sorte que vous puissiez l'utiliser au plus rapidement possible, même si c'est sur un périmètre restreint, mais pour commencer à le prendre en main, comprendre comment il fonctionne, et qu'on soit plus pertinent sur les évolutions suivantes. Donc on va ça on fait souvent des petits ateliers de 2-3 heures sur une thématique, on va se concentrer sur une thématique,
débroussailler le besoin avec vous et après effectivement faire le paramétrage dans l'outil, vous le mettre à disposition pour vous utiliser. Voilà. Et une fois qu'on a construit la solution, on vous forme 1 à 2 journées, ça dépend du périmètre encore une fois, et on vous forme à l'utilisation du logiciel pour vous. Voilà, c'est pas une formation générale, ça on peut le faire, mais c'est pas forcément pertinent de vous former sur de l'IBAR, parce qu'il faudrait, il faut au moins 5 jours, voilà, et puis c'est pas pertinent parce qu'on forme à peut-être des choses qui vous intéressent pas. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours en 2 phases. Une phase où vraiment on travaille sur le besoin, où voilà, bien comprendre ce que vous voulez faire, le mettre en place, et après on vous forme vraiment sur l'utilisation du logiciel, mais pour vous. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement très très personnalisé, en tout cas qu'on fait avec nos clients, et voilà. Et puis après, dans le temps, c'est la même approche, quoi. Et par rapport à l'interconnexion avec des logiciels propriétaires, donc Mhm. par opposition au logiciel libre, comment Mhm. ça se passe? Parce que on est quasiment tous en termes, enfin, on est beaucoup en tout cas à utiliser des solutions propriétaires pour la messagerie, par exemple. Mhm. Mhm. Comment ça se passe la récupération? Ça se passe ou ça se passe pas, on va être clair. On met le doigt dans le sujet. Enfin voilà, quand on parle effectivement de logiciel libre, puis d'échange, de dialogue avec des solutions plus fermées. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions dites fermées, mais qui disposent d'interfaces de programmation, donc qui sont quand même d'une certaine façon ouvertes. Donc, on va pouvoir interagir avec. Donc, bon, ça peut nécessiter effectivement du développement. Après, bon, si on parle de la messagerie, oui, je vais pouvoir. Enfin, si je prends le cadre de Libar, je peux envoyer des emails avec de Libar. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai pas dedans d'outils pour gérer les réponses de mes clients, etc. Par exemple, j'ai pas d'interaction direct en standard dans l'outil pour interagir avec mes clients directement. Il y a des choses qui existent, mais c'est voilà, pas encore totalement ça. Voilà, il y a des connecteurs après avec des services qui sont disponibles, mais pour autant que quelqu'un les ait développés et financés. Il y a des connecteurs pour si je veux synchroniser mes agendas Google par exemple avec l'agenda de Libar. Voilà, on va trouver comme ça des connecteurs avec peut-être avec des systèmes de paiement en ligne, Stripe, PayPal, PayPlug, etc. Si je veux faire régler mes factures par carte bancaire à mes clients. Voilà, il y a un certain nombre de ponts qui ont été développés, mais encore une fois, sous réserve que l'outil en face expose quelque chose, une interface de programmation, des capacités d'import qui soient documentées et qu'on puisse facilement utiliser. C'est sûr que quand on a affaire à des outils complètement fermés, sans tous ces éléments-là, j'ai tendance à dire on va rien pouvoir faire. Mais c'est pas spécifique à un logiciel libre, n'importe quel autre logiciel, même un autre logiciel propriétaire, pourrait même pas interagir avec. Donc, C'est souvent la problématique de l'interconnexion des logiciels quand on a un système d'information un peu voilà chargé ou bien simplement complet par rapport à on a une suite logicielle et voilà ça il n'y a pas forcément d'interconnexion dans les logiciels dont on dispose donc c'est pour savoir si on avait la possibilité de faire un pont et ce que je comprends c'est que finalement dans les outils un peu phares du marché il y a quand même de l'interconnexion qui est possible. il y a des choses qui existent aujourd'hui qui peuvent se mettre en place. Après, ça sera jamais aussi entre guillemets luxueux que de dire je prends un Office 365, je n'utilise que des produits Microsoft. Oui, là tout est interconnecté, tout est magique, tout est etc. Après, voilà, ça a un prix, ça crée comment dirais-je des adhérences, des liens forts avec ces outils-là. Et bon, pas qu'on y menotté, mais un petit peu quand même. Une Voilà. dépendance. Ça crée une Ok. dépendance, voilà. Et voilà, mais c'est très confort. Ça, Ok. c'est clair que c'est très confort. Voilà. Et ce confort, ce que je dis, j'ai encore fait un post LinkedIn sur ce thème-là il y a pas très longtemps. J'ai vu un article où effectivement, on parle un peu des avantages de l'open source, etc., avantages inconvénients. Et il y a un arbitrage parfois à faire effectivement entre la notion de confort et la notion de maîtrise, de contrôle, souveraineté, de maîtrise de son informatique. Des fois, il faut arbitrer un peu contre son confort. Alors justement, sur cet aspect-là, est-ce que c'est un argument pour, je dirais, convaincre la migration du logiciel propriétaire vers le logiciel libre? La personne qui se pose la question, effectivement, de dire j'ai un logiciel propriétaire, je veux en partir. Bon, je pense qu'il y a déjà plusieurs questions. Pour moi, déjà la première question, c'est probablement, enfin déjà, ça me
enfin, passer du logiciel propriétaire au logiciel open source juste pour dire je passe du propriétaire à l'open source, ça peut se faire, mais c'est un acte de foi. Donc, entre guillemets, c'est un acte de convaincu, ça existe. Souvent, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a un problème de besoin qui n'est pas satisfait à la base. Enfin, pour moi aujourd'hui, les gens, si on parle de l'ERP, qui viennent me voir, ouais, je veux quitter Sage ou je veux quitter EBP ou autre, parce que il y a quand même quelque part, il n'y a pas forcément qu'une question de prix, parce que l'open source c'est pas gratuit, donc il va y avoir un coût quand même de notre côté. Après qui se structure pas forcément de la même façon et qui peut quand même être plus faible à long terme, mais dans l'immédiat il n'y a pas de gain financier à faire. Par contre, voilà, faut le faire pour des bonnes raisons, c'est-à-dire parce que j'ai un besoin, parce que je suis contraint par mon logiciel propriétaire, je peux pas le faire évoluer comme je voudrais, j'ai des besoins business que je peux pas implémenter dedans, je peux pas le coupler avec un nouveau site que je vais mettre en ligne parce que voilà. Et voilà, on sait que sur ces solutions-là, souvent, c'est beaucoup plus rigide dès qu'on veut sortir du cadre. C'est souvent très complet fonctionnellement. Par contre, pour sortir du cadre, c'est compliqué. Et c'est là où effectivement l'open source a un gros avantage, c'est que on a la maîtrise du code et sortir du cadre, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Donc il y a une adaptabilité beaucoup plus grande du coup et voilà, et souvent la question du passage, enfin des arguments ou des raisons de passer de propriétaire à open source, c'est pas forcément de dire je veux passer sur de l'open source, mais c'est plus j'ai un besoin business et je sais que voilà, je vais être contraint par cette solution-là parce que fermée. Voilà. Après, les solutions fermées qui sont très bien. Donc, c'est voilà, et passer à de vraiment l'open lié au source juste pour besoin. passer. Moi, je ramène toujours au besoin. Enfin, pour moi, c'est ce qui doit driver le choix. Je reprends mon ancienne casquette de DSI externalisé. C'est le besoin qui doit piloter les choses. Après, et aujourd'hui, quand on propose notre solution, on met assez peu finalement la notion d'open source en avant. On va d'abord s'intéresser aux besoins du client et lui démontrer qu'on est capable d'y répondre. Et après, le fait que ce soit open source, qu'il y ait de la réversibilité, que si vous arrêtez de travailler avec nous, on vous rend la base de données, on vous rend tout le code source de l'application, vous le prenez, vous le donnez à un autre prestataire qui fait de l'IBAR, il vous réinstalle, vous avez perdu 0 octet. Voilà, donc ça c'est la cerise sur le gâteau qui vient à la fin. Après, il y a des professions pour qui effectivement ça peut être by design, le fait d'être en maîtrise de sa solution. Voilà, il y a ça peut être aussi une exigence. Et là, du coup, effectivement, l'open source à nouveau je dirais, s'impose entre guillemets, enfin pour moi en tout cas, comme un choix. Quand on parle de souveraineté numérique, maîtrise de son informatique, oui, je peux choisir d'héberger mes données en France. Ok, je sais que mes données sont en France, dans un data center identifié, etc. Maintenant, est-ce que je suis pour autant souverain de mon informatique? Oui, j'ai un premier niveau. Maintenant, pour moi, le niveau suivant, c'est d'être souverain de l'outil, du programme informatique. Et le logiciel, l'open source, a été, si on en revient aux bases fondatrices lancées par Richard Stallman dans les années 80, c'était de rendre à l'utilisateur le contrôle de son informatique. Donc, pour moi, qui dit souveraineté, dit avoir le contrôle de son informatique. Donc, pour avoir le contrôle de son informatique, faut du logiciel libre. Enfin, pour moi, la boucle est bouclée. Et voilà. Et, on oppose aussi souvent au logiciel libre, et notamment vous parlez de contrôle, tout ce qui va toucher à la sécurité de l'information, et on va se dire si je suis chez un pure player ou une société qui a pignon sur rue, je serai plus sécurisée. Vous avez envie de répondre quoi à ça, sachant qu'aujourd'hui j'ai mon avis sur la question et je crois que c'est pas aussi tout blanc et tout noir. Non, c'est pas aussi simple que ça. Là, quand on parle de sécurité, il y a plusieurs choses. Bon, je confie une application, la gestion d'une application à un prestataire. Mais la sécurité informatique, bon là, qu'on fasse de l'open source ou pas de l'open source, ça change rien. Il y a des niveaux de service, il y a comment je m'assure que le prestataire met bien en œuvre toutes les bonnes pratiques, que son infrastructure est sécurisée, etc. Bon, là, c'est une question, elle s'impose qu'on fasse de l'open source ou pas, ça change rien. On se doit, nous, en tant que prestataire, hébergeur, en tout cas, de fournir des infrastructures sécurisées. Après, il y a effectivement le code, quand on a passé toutes ces couches informatiques de réseau, de serveurs, etc., on en arrive à la dernière étape qui est effectivement
le logiciel, comment je me connecte dessus, comment je m'authentifie, est-ce que j'ai une connexion durcie, est-ce que j'utilise des terminaux physiques pour m'authentifier, enfin voilà, ça pareil, open source ou pas, ça change rien au débat. Et puis après, effectivement, on en arrive à l'application en elle-même. Alors, est-ce qu'un logiciel open source est plus sécurisé qu'un logiciel propriétaire? Je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus sécurisé que non. Par contre, le logiciel open source va offrir plus de transparence, en général, sur effectivement les problématiques de sécurité. Un logiciel open source ou un logiciel libre par définition est auditable. Le code source est disponible. Donc, en tant que moi, utilisateur, si j'ai un doute, je peux prendre un prestataire pour faire auditer le code de ce logiciel open source pour voir si il a été développé avec des bonnes pratiques, est-ce qu'il n'y a pas des failles de sécurité dedans. Prends le cas, donc ça prend le cas sur le projet d'Olibar, qui est présidé par une association. Il y a un gros budget, plusieurs milliers d'euros, qui a été dépensé en bounty entre guillemets, en récompense à des gens qui trouvaient pour récompenser la découverte de failles dans le logiciel. Et il y en a un paquet qui ont été trouvés et corrigés, et voilà. Donc voilà, c'est quand même, ça reste quand même l'open source quelque chose d'un peu plus ouvert. Alors après, du coup, on pourrait dire oui, mais c'est ouvert, tout le monde peut voir les failles et les exploiter. Oui aussi, voilà. Donc c'est, je dirais, ni tout blanc ni tout noir. Maintenant, voilà, pour moi, il y a cette auditabilité qui reste quand même critère majeur. Je suis incapable d'auditer les logiciels de Microsoft. Je sais pas ce qu'ils font ou pas. Voilà, je dois faire confiance à l'éditeur pour corriger les failles. Ils le font bien sûr, mais corriger les failles, est-ce qu'il n'y en a pas certaines quand même qui gardent sous le coude parce que voilà, celle-là, voilà, fait un peu craignos, on va pas en parler tout de suite. Voilà, c'est vrai que sur l'open source, quand il y a une faille de sécurité, on l'a vu il y a encore pas très longtemps sur un logiciel, Log4j qui était utilisé par énormément de projets, ça a fait un énorme ramdam. Ouais, mais oui, c'est parce que ça a été communiqué publiquement. On est sur un modèle qui est extrêmement ouvert, mais du coup, l'info s'est diffusée aussi à une vitesse grand vrai, qui a permis, je dirais, à tous les acteurs qui utilisaient cet outil-là, tout de suite, en tout cas pour ceux qui sont sérieux, tout de suite se dire, waouh, je prends le truc en compte, je fais quelque chose dans mon outil pour boucher cette faille ou dans mon infrastructure pour faire en sorte qu'elle puisse pas être exploitée. Alors effectivement, ça fait tout de suite un scandale parce que tout le monde est au courant, mais d'un autre côté, c'est la force, pour moi, de l'ouverture des logiciels open source. C'est que oui, tout le monde est au courant, et heureusement que tout le monde est au courant et vite. Et voilà, et que tout le monde est en mesure d'intervenir sur le code pour aller potentiellement corriger le problème. Oui, puis il y a une plus grande sensibilité aujourd'hui de ces sujets Oui. que peut-être on n'avait pas il y a quelques années en arrière. Clairement, oui. Alors, aussi une question, vous avez évoqué du coût du logiciel libre. Aujourd'hui, finalement, c'est pas un coût d'acquisition, ce sera un coût de mise en œuvre, de paramétrage. Est-ce que ça, en termes d'investissement et puis en termes au long cours, est-ce que ça revient plus cher, moins cher? Est-ce que c'est équivalent? Alors, ça c'est mon parti pris, j'ai tendance à dire, sur de la mise en place, c'est pas forcément moins cher. La structure de coût est pas la même. Tu vois, par rapport du logiciel propriétaire, je vais mettre en place, je regarde toujours mon exemple que je connais bien de l'ERP, un ERP propriétaire. Je vais d'abord avoir un coût de licence ou d'abonnement, de droit d'utilisation sous forme d'abonnement. Là, il y a encore pas mal de subtilités. Et j'ai rien fait. D'accord, donc j'ai déjà un coût, voilà, il me faut encore que je paye la prestation d'accompagnement, la formation, peut-être du développement si nécessaire, mais voilà, on a une structure de coût avec effectivement quoi qu'il arrive, quand on va être sur le logiciel open source, en fait, on va avoir normalement que du coût de prestation, de l'accompagnement. Alors c'est vrai que des fois les outils open source sont un peu plus génériques que les outils propriétaires, donc on peut avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement, d'un peu plus de paramétrage, peut-être un peu plus de développement. Grosso modo, on va revenir au même coût, mais on va avoir finalement que du service. C'est vraiment la grosse différence, on va avoir que du service. Je vais pas payer une forme de rente entre guillemets, alors qui est confort pour les éditeurs de logiciels propriétaires, parce qu'effectivement, ça leur fait un budget de R&D bien capé, alors que dans notre cas, nous, on va
notre R&D, elle va se financer sur de la marge sur des prestations, ce qui rend le modèle effectivement de prestataire, d'intégrateur de logiciels open source un petit peu plus compliqué entre guillemets. Euh, parce que effectivement on dégage moins de marge puisqu'on fait que de la prestation. Donc après on cherche des modèles effectivement. Alors, aujourd'hui il y a le modèle d'éditeur dans le logiciel open source, il y a des éditeurs de logiciels open source qui ne vendent que de l'abonnement et qui est de l'assurance software entre guillemets, de l'assurance anti-bug, mais qui inclut aussi une part de R&D. Donc quelque part, au travers de cet abonnement, les utilisateurs vont financer à la fois la maintenance de l'outil, mais son évolution. Donc ça, le modèle d'éditeur, il existe aussi dans le monde du logiciel libre. Le logiciel open source, mais il est maintenu par une société principalement, alors souvent avec une communauté autour, et on va payer un abonnement qui inclut une part de R&D. Donc j'achète quand même, c'est du temps de développeur que j'achète quelque part à l'arrivée. Donc c'est assez similaire, mais voilà, ça revient un peu au même. Après, dans la durée, oui, le logiciel open source peut quand même être un vecteur d'économie parce que on a beaucoup moins de problématiques, enfin en tout cas, de montée de version ou d'obligation de montée de version. Voilà, nos clients nous peuvent garder 5-6 ans la même version si elle répond à leurs besoins et que ça marche. Bon, au bout d'un moment de 5-6 ans, il y a une dette technique, donc il faut quand même monter de version, mais du coup, voilà, c'est pas parce qu'il y a une version du logiciel tous les ans qu'on est obligé de passer sur la nouvelle version. Ce que j'ai me convient bien, j'arrive à bosser, mes processus sont rodés, voilà. Et du coup, je ne payerai entre guillemets cette montée de version que quand j'en aurai besoin. Donc du coup, quand on lisse ça sur 5 voire 10 ans pour certains logiciels, bah oui, ça fait quand même un coût quand même bien moindre, hein. Je veux dire, on a des clients nous qui payent uniquement leur abonnement, tout va bien et ça depuis des années et je pense qu'ils auraient une solution propriétaire, ils auraient été obligés de monter de version avec des nouvelles fonctionnalités qui les intéressent pas forcément, qui vont pas forcément dans leur sens, qui auraient obligé des adaptations, donc du temps, etc. Voilà. Donc, ce point de vue-là, à long terme, oui, le logiciel, l'open source est clairement un vecteur de réduction de coûts. La maintenance, tout ce qui est la maintenance, l'évolution du logiciel est en général mutualisée entre tous les clients. Donc, on peut arriver à avoir des économies d'échelle quand même assez importantes, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Il me reste 2 questions à vous poser. À quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? De dire non, si je reste dans mon petit domaine de l'informatique, beaucoup de choses on aura envie de dire non aujourd'hui. Non, je continue de dire non aux solutions fermées, obscures, hébergées ailleurs que dans notre beau pays, etc. Enfin voilà, il faut du local. Enfin voilà, non, peut à une certaine forme de mondialisation. Voilà. Très un peu militant, mais ouais. OK. Et à quoi avez-vous envie de dire oui, du coup? Eh ben oui, je vais dire oui, plus de local, plus de proximité, oui à la proximité, oui au local, à la fois dans la bouffe, dans l'informatique, je crois dans plein de sujets. Donc oui, réapproprions-nous nos outils, qu'ils soient numériques, physiques ou alimentaires, voilà. Il faut qu'on se réapproprie, parce qu'on voit que ça nous coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas fini de voir le coût encore Donc se pour l'instant. réapproprier Voilà. notre environnement numérique et réel. Et numérique et réel, voilà. OK. Merci beaucoup, Philippe. Et puis si vous avez envie de venir nous parler de vos évolutions, nouveaux challenges, au sein d'OpenDSI et du coup, bientôt de son nouveau nom, on sera ravis de vous recevoir une nouvelle fois au micro de la robe numérique. Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Oriana pour le temps d'écoute, ce temps de parole. Merci. Avec plaisir.